Aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un manga ni d'un animé, mais je vais vous parler d'un film. Je vais vous parler d'une œuvre qui certes se fait peut-être un peu vieille, car elle est sortie en 2009, mais vous allez voir que le sujet dont elle traite n'a jamais été autant d'actualité. Avant de rentrer dans l'analyse du film, j'aimerais vous parler rapidement de son réalisateur. Il s'agit de Marc Webb. Peut-être que ce nom vous évoque pas grand chose, mais pourtant je suis sûr que vous connaissez son travail. Marc Webb, c'est le réal qui a pris le relais après la trilogie des premiers Spider-Man de Sam Raimi, en réalisant en 2012 The Amazing Spider-Man et sa suite en 2014. Si Spider-Man est avant tout une œuvre de super-héros centrée sur l'action et l'aventure, Marc Webb a su y insuffler une sensibilité particulière pour la romance, hérité en grande partie de l'approche de Sam Raimi. Il parvient à donner à l'histoire une profondeur émotionnelle qui dépasse les codes du simple blockbuster, explorant avec finesse les tourments amoureux de Peter Parker. Pour vous illustrer ça, je vais maintenant vous montrer ce que je considère comme l'une des plus belles mises en scène qui mêle excellemment bien action et drame romantique. Je vais vous parler ici de la mort de Gwen Stacy. La scène commence sur un plan très serré sur l'œil de Spider-Man où l'on distingue en reflet la silhouette de Gwen chutant dans le vide. Le plan suivant est en contre-champ dans lequel on voit Gwen en chute libre, les cheveux flottant dans les airs comme condamnée à son sort. On va ensuite avoir un plan moyen sur Spider-Man qui va lancer sa toile. La caméra va alors panne vers la gauche pour capturer en plan très serré la toile d'araignée qui va se tisser en forme de main. Cette mise en scène est très astucieuse car elle forme une métaphore poignante de son amour mais surtout de son impuissance face au destin. En contre-plongée, nous retrouvons Gwen en amorce et Spider-Man. Nous aurons alors un gros plan serré sur le visage de Gwen. Puis nous aurons un insert discret sur la toile d'araignée qui la grippe, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Et la scène se finira sur un plan large où l'on voit Gwen faire sa dernière chute. Cette séquence illustre parfaitement le savoir-faire de Webb. Une utilisation habile des angles de caméra, du montage et du symbolisme pour accentuer l'impact émotionnel. Même dans une œuvre de super-héros, Marc Webb parvient à tisser une véritable intrigue romantique, prouvant que sa sensibilité aux relations humaines et à l'amour ne s'est pas développée par hasard. Pour en comprendre l'origine, il faut remonter à son premier grand succès. Aujourd'hui, je vais vous parler de 500 jours ensemble, plus connu sous le nom de 500 Days of Summer, mais je vais surtout vous parler d'une problématique majeure qu'elle aborde. Cette histoire nous raconte la relation entre deux personnages que tout oppose dans leur vision de l'amour. Tom, incarné par Joseph Gordon-Levitt, que vous avez sûrement vu dans des classiques comme Inception ou encore The Dark Knight Rises, et Summer, interprété par Zooey Deschanel, que vous avez peut-être vu dans New Girl ou encore Almost Famous. D'emblée, le film commence par un dénouement inattendu. Leur histoire est déjà terminée. Au travers de ce film, nous verrons alors l'évolution d'une relation qui a été non concluante. L'approche est plutôt osée car non conventionnelle. C'est à travers un voyage non linéaire explorant les 500 jours qui ont marqué leur relation que cette histoire nous est racontée. En alternant entre moments d'euphorie et instants de doute, cette structure narrative nous pousse à nous interroger sur des questions essentielles liées à l'amour. Qu'est-ce qui construit une relation? Qu'est-ce qui la maintient? Et surtout, pourquoi certaines histoires s'effondrent-elles tandis que d'autres perdurent? Mais ce qui fait vraiment briller ce film, pour moi, ce n'est pas juste cette structure narrative astucieuse, mais c'est la façon dont il explore, au travers de nos personnages, deux visions diamétralement opposées de ce qu'est l'amour. Et c'est là que le parallèle avec notre époque devient particulièrement pertinent. Dans une société où les relations se consomment parfois comme des produits, où se situe la frontière entre amour, engagement et peur de l'attachement. Pour comprendre les enjeux de 500 Days of Summer, il faut d'abord plonger dans les personnalités de nos deux personnages et leur vision diamétralement opposée de l'amour. Pour Summer, elle incarne une vision plutôt moderne et libérée des relations. Elle est indépendante, refuse les étiquettes et rejette les attentes traditionnelles liées à l'amour. Elle ne croit pas en l'idée du grand amour ou d'une âme sœur. Un concept qu'elle perçoit même comme une construction romantique et plutôt déconnectée de la réalité. Pour elle, une relation doit être simple, légère et sans attache, sans les promesses et sans les contraintes d'un engagement durable. Et c'est là qu'intervient Tom, qui se dresse comme son parfait opposé. Romantique et idéaliste, Tom a grandi avec une croyance centrale de l'amour plutôt traditionnel. Il est persuadé qu'il existe une personne unique qui viendra le compléter. Quand il rencontre Summer, il est convaincu qu'elle est la bonne, celle avec qui il pourra enfin écrire cette histoire d'amour qu'il imagine depuis toujours. Mais ce déséquilibre entre les attentes de Tom et Summer crée inévitablement un conflit émotionnel important. Summer tente de garder leur relation dans un cadre plutôt léger et sans pression, tandis que Tom, lui, se projette dans un avenir qu'elle ne partage pas. Ce désalignement devient alors la source de leur malentendu et de la souffrance de Tom.
En regardant ce film, on ne peut s'empêcher de se demander qui est le plus fautif dans cette relation, c'est-à-dire qui a le plus de responsabilité dans la dynamique de cette relation. Parce que dès le départ, Summer est claire sur ses intentions. Une scène qui permet d'illustrer ça est la scène du parc où elle déclare son détour « Je ne veux pas d'une relation sérieuse ». Par ces mots, Summer fait preuve d'une honnêteté que beaucoup n'oseraient pas afficher. Elle pose ses limites dès le début, assumant pleinement sa vision des relations. Mais Tom, déjà sous le charme, est trop aveuglé par ses propres attentes pour entendre réellement ce message. Il est amoureux et porté par ses sentiments, il choisit d'ignorer cet avertissement important. Peut-être même qu'il y voit un challenge inconscient, croyant qu'avec le temps, il pourra la faire changer d'avis. Et c'est là que réside une véritable ambiguïté. Summer savait probablement que Tom nourrissait des sentiments forts pour elle. Alors lui proposer une relation délibérément dépourvue d'engagement était-il vraiment le bon choix? Était-ce une manière de partager avec lui une forme d'affection à sa façon, selon ses propres termes? Ou bien d'une certaine manière, essayait-elle inconsciemment de le persuader d'adopter sa vision des choses? Cette question, le film la laisse ouverte sans jamais vraiment y répondre. Les interrogations persistent tout au long de l'histoire. Summer aimait-elle réellement Tom? Était-elle amoureuse mais pas prête à s'engager? Ou peut-être ne savait-elle tout simplement pas aimer? Aujourd'hui, la peur de l'engagement est devenue un phénomène courant, presque même normalisé. Pour tenter d'apporter une explication à ce phénomène, je pense qu'il peut être particulièrement pertinent de parler de l'arrivée, mais surtout de l'impact des applications de rencontre dans la restructuration des relations amoureuses. En effet, les applis de rencontre ont radicalement changé notre façon d'aborder les relations amoureuses. Si elles ont permis d'élargir les opportunités, elles ont aussi instauré une forme de consommation rapide des relations, les transformant alors presque même en fast-food relationnel. Maintenant, on peut swiper d'une personne à l'autre, toujours en quête d'une connexion plus excitante, plus parfaite. Mais cette abondance de choix peut pousser à une forme d'insatisfaction permanente. Et c'est ce qu'on appelle le FOMO relationnel, c'est-à-dire le Fear of Missing Out ou encore la peur de manquer de quelque chose. Ce FOMO se traduisant alors par une peur de passer à côté de quelque chose de mieux et de ne pas avoir fait le bon choix. Et c'est là que le personnage de Summer entre en résonance avec notre époque. Summer pourrait être perçue comme une incarnation moderne de cette peur de s'attacher. Non pas par caprice, mais juste par un refus d'idéaliser des relations qu'elle ne ressent pas pleinement. Au travers de ce film, on voit qu'elle ne cherche pas à se conformer à un modèle préétabli et préfère profiter de l'instant présent sans promesse ni attente future. Derrière cette peur de l'engagement se cache souvent une crainte bien plus profonde qui est celle de souffrir. Dans une société où l'on valorise l'indépendance et le contrôle de soi, s'ouvrir à une autre personne est perçu comme un risque potentiellement douloureux. Beaucoup choisissent donc d'éviter l'attachement plutôt que de s'exposer à une déception. Peut-on alors voir Summer sous cet angle? Ces barrières émotionnelles ne sont-elles qu'une manière de se protéger d'une blessure future? Ce qui est intéressant, c'est que cette peur de l'engagement s'accompagne d'une tendance sociétale plus large. Sommes-nous trop centrés sur nous-mêmes pour nous engager à deux? Aujourd'hui, beaucoup cherchent avant tout à se comprendre et à s'épanouir individuellement, ce qui peut parfois rendre plus complexe la construction d'une relation à deux. Trouver un équilibre entre aspiration personnelle et engagement amoureux est un défi qui demande du temps et de la communication. Et c'est bien ce dilemme qui est au cœur de 500 Days of Summer. Summer ne veut pas s'engager parce qu'elle tient à son indépendance, tandis que Tom idéalise un amour où l'on se complète mutuellement. Finalement, la question qui se pose est: l'amour peut-il s'épanouir pleinement dans un monde où l'indépendance et la liberté personnelle occupent une place si importante? Tom est prisonnier de ses propres idéaux romantiques. Il voit en Summer une sorte de muse, une figure qui pourrait combler ses propres attentes et son besoin d'aimer et d'être aimé en retour. Mais ce qu'il aime vraiment, est-ce Summer en tant qu'individu ou bien l'idée qu'il se fait d'elle? Cette projection conduit inévitablement à une désillusion. Tom souffre non pas parce que Summer refuse de s'engager, mais parce qu'il n'a jamais pris le temps d'accepter qui elle est réellement. Et ça peut soulever des questions importantes. Au travers de nos relations, aimons-nous vraiment l'autre pour ce qu'il est ou pour ce que nous espérons qu'il devienne? L'évitement de l'engagement crée souvent un déséquilibre où une personne investit davantage que l'autre. Cela peut entraîner un cycle d'insatisfaction et d'incompréhension. Aujourd'hui, les relations superficielles semblent plus accessibles, mais la contrepartie de ça est que la profondeur émotionnelle devient alors de plus en plus rare. Ce déséquilibre est magnifiquement illustré à travers l'une des scènes qui m'a le plus touché, qui se trouve vers la fin du film et vers la fin de leur relation. À travers un split screen ingénieux, la mise en scène juxtapose les attentes idéalisées de Tom à la réalité brutale de la soirée. Tom apparaît, le regard rempli d'espoir, avançant vers la fête avec l'idée de raviver leur connexion. La mise en scène installe progressivement une tension discrète à travers une série d'inserts minutieusement choisis. Un échange de regards, des gestes anodins, puis un détail crucial, la bague de fiançailles à l'annulaire gauche de Summer. Ce simple élément visuel, chargé de signification, vient alors déconstruire toutes les illusions en un instant. Ce moment charnière, capturé en plan serré sur l'expression des faits de Tom, souligne l'impact émotionnel de cette révélation.
Cette prise de conscience marque alors le début de la descente aux enfers de Tom. À travers une série de plans fixes et de répétitions de sa routine quotidienne, la mise en scène nous plonge dans son épisode dépressif. Les mêmes trajets, les mêmes gestes mécaniques et cette scène emblématique du cinéma où, vêtu de son peignoir, il erre sans but dans les allées d'un supermarché. Ce choix visuel, devenu un véritable cliché pour illustrer la dépression liée à la rupture amoureuse, souligne avec justesse l'état d'abattement et de vide intérieur que Tom traverse. Mais cette période sombre ouvre aussi la voie à un renouveau. L'arc dépressif de Tom se conclut malgré tout sur une note d'espoir avec la rencontre d'une nouvelle personne, Winter, suggérant qu'au-delà de la douleur et de l'échec, il existe toujours une possibilité de recommencer. Peut-être que l'enjeu principal de ce film n'est pas d'éviter l'engagement, mais de trouver un terrain d'entente, un compromis clair où chacun puisse être pleinement lui-même afin de ne pas se nourrir de désillusions et le tout rempli de bienveillance. Ce film ne nous offre pas de solution toute faite à ça, mais il nous invite à nous interroger sur ce que nous attendons réellement d'une relation. Finalement, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si nous devons nous engager ou non, mais de comprendre pourquoi nous éprouvons ce besoin de connexion. Sommes-nous prêts à accepter l'autre tel qu'il est, sans attendre démesuré, et surtout, sommes-nous vraiment prêts à aimer sans garantie en retour ?